Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurent et je vous retrouve pour parler d'un sujet qui me tient quand même à cœur parce que j'ai été sensibilisé depuis assez jeune et puis finalement j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Donc je parle bien entendu du don de moelle osseuse. Donc, euh, donc on va voir un petit peu des choses à savoir à propos du don de moelle osseuse, donc à travers des slides faits par l'Agence de la biomédecine à l'occasion de la semaine du don de moelle osseuse, justement. Et je compléterai bien entendu pour chacun des slides qu'on verra par des choses s'il y a des choses à dire, bien sûr. Voilà, sans plus tarder, commençons de suite. Donc, la greffe de moelle osseuse consiste à remplacer la moelle osseuse malade par une moelle osseuse saine grâce à un don. Elle permet de guérir 80% des maladies graves du sang comme la leucémie. Donc voilà, donc la moelle osseuse, c'est ce qui est présent dans les os, grande majorité, et qui sert à notre défense immunitaire. Donc une moelle osseuse donc malade, du coup, travaille mal, du coup, elle laisse passer certaines virus, certaines maladies qui peuvent être fatales. Elle peut aussi trop produire et du coup être contre-productif pour l'organisme et pas mal d'autres choses. Donc il y a des traitements qui existent en fonction de de différents types de maladies que je ne connais, que je maîtrise pas du tout, donc je ne vais pas en parler. Et le don de moelle osseuse, du coup, sert en grande majorité à transplanter du coup donc la moelle osseuse sur des personnes atteintes de leucémie. Après, par rapport à l'époque où j'étais sensibilisé, les pourcentages ont peut-être évolué, je sais pas. Il me semble que c'était 90% pour les leucémies, je crois, mais ça c'est un vieux chiffre, donc je ne vais pas dire je vais pas rajouter davantage, mais voilà, ça permet de sensibiliser à cette chose. Ensuite, donc, pour un malade, la chance de trouver un donneur compatible est rare, très rare. Une chance sur 1 million. Aidez-nous à augmenter les chances de guérison des malades. Euh, donc bon, je vais faire de topo rapide par rapport au sang. Donc vous savez, pour le sang, il y a 4 groupes sanguins, A, B, AB et O. Oui, si ça ne va pas là. Ça sert à rien je lève le doigt. Et après, il y a aussi une histoire de Rhésus qui entre en compte, donc positif et négatif. Au niveau du sang, du coup, c'est pas compliqué. Donc c'est ah, mais c'est ça, donc les O- sont donneurs universels, donc ils peuvent donner à tous les groupes sanguins et à tous les Rhésus. Et les receveurs universels sont les AB+. Voilà, ils peuvent recevoir de tout le monde. Après, donc au niveau du sang, on va refaire vite un topo de ce que je me souviens au niveau de ce qu'on a dit, enfin, de ce que j'ai appris plutôt. Donc les résus négatifs peuvent donner aux résus négatifs et aux résus positifs, tandis que les positifs ne peuvent donner qu'aux résus positifs déjà de base. Voilà. Et en plus de ça, on rajoute la quantité au niveau du groupe sanguin aussi. Donc c'est-à-dire les O peuvent donner AA, AB, AAB et à O, mais ils peuvent recevoir que de O. Il y a des arbres qui permettent de comprendre, de voir ça de manière plus simple. Mais voilà, c'est pour situer un petit peu au niveau du don de sang ce que c'est. Donc voilà, il y a 4 groupes sanguins, 2 Rhésus. Donc voilà, c'est pas trop complexe. Pour la moelle osseuse, c'est un typage dit HLA. Alors après, je sais plus la signification. Mais en gros, voilà, ça va chercher beaucoup plus loin dans l'identité en fait des défenses immunitaires, plus ou moins. Donc du coup, pour savoir un petit peu les différentes spécificités qu'on a chacun. Euh, le truc, c'est que c'est tellement fin comme recherche et qu'il faut rechercher vraiment une compatibilité pratiquement parfaite.
Du coup, effectivement, pour trouver une personne compatible, c'est très compliqué. Et j'ajouterai aussi que donc il y a un fichier par pays dans le monde, presque, parce qu'il n'y a pas tous les pays qui les ont. Mais on va dire qu'il y a pas mal de pays qui ont un fichier national, un registre national des donneurs volontaires de moelle osseuse. Pourquoi volontaire? J'y reviendrai après, c'est pas un souci. Et en fait, quand une personne est en attente, enfin, a besoin d'un don de moelle osseuse pour, on va dire, sortir des traitements lourds qu'il subit, mais du coup, ça va d'abord chercher dans la base nationale du pays pour voir s'il y a une compatibilité au niveau national. Et s'il n'y en a pas au niveau national, ça va regarder au niveau mondial dans tous les autres fichiers qui sont interconnectés avec le national. Bien entendu, en France, on en a un. La plupart des pays d'Europe en ont un. Après, les pays les plus développés l'ont aussi. Après, bon, je sais, j'ai pas la carte en tête des registres. Mais de dernier chiffre que j'avais, il y avait presque 80 fichiers collaboratifs pour rechercher tout ça. Donc, c'est quand même pas mal. Après, bon, bien sûr, il en faudrait encore plus, mais on va savoir, la chance de donner, effectivement, est très rare. Parce que il doit y avoir, alors je sais pas combien de personnes au total dans l'ensemble des fichiers interconnectés, mais forcément, si une personne dans le besoin n'a personne de compatible au moment où ça regarde, et bien forcément, c'est dans l'attente d'avoir quelqu'un, un nouvel inscrit qui puisse correspondre à son besoin au niveau du typage HLA. En sachant que pour la moelle osseuse, au sein d'une famille, c'est une chance sur 4 d'être compatible. Voilà, donc après, d'abord ça regarde au niveau familial si ça peut ou pas, et s'il n'y a personne dans la famille, il regarde dans ce registre national, puis mondial, et ainsi de suite. Donc 3 conditions pour devenir donneur de moelle osseuse. Alors il manque le donneur volontaire. Donc être âgé de 18 à 50 ans lors de l'inscription. J'en rajouterai même plus, on peut s'inscrire jusqu'à la veille de ses 51 ans. Après, c'est trop tard. 2, être en parfaite santé. Bon, ça, c'est mieux comme les dons de sang, c'est mieux d'être en parfaite santé quand ça demande à s'inscrire. 3, répondre à un questionnaire médical et faire une prise de sang. Et j'aurais dit même une 4e condition, enfin, c'est pas vraiment une condition, mais ça, il rentre dedans très, très clairement. C'est de se tenir disponible pour répondre à toute sollicitation d'examen complémentaire, si jamais il y a une possibilité de compatibilité, et surtout de tenir informé de ces changements de coordonnées, que ce soit postal ou téléphone, parce que s'ils n'ont pas les changements, et ben du coup ils savent plus comment vous joindre. Donc voilà, c'est surtout de penser aussi à la condition de tenir informé de toute évolution dans sa propre vie, que ce soit donc l'adresse postale ou les numéros de téléphone qui changent ou d'autres choses, bien sûr. La chose habituelle enfin habituelle, je sais, j'ai même pas l'impression que vraiment ce soit fréquent, mais vu qu'ils en parlent, c'est le cas de dire. Donc la moelle osseuse, comme je disais, donc, qui est dans les os, qui fabrique des cellules du sang indispensables à la vie. Du coup, bon, je n'étais pas exactement précis, mais là vous avez la précision. Qui est différent du coup de la moelle épinière, qui appartient au système nerveux et qui se situe dans la colonne vertébrale. Puisqu'effectivement, il y a certaines personnes qui pensent à la moelle épinière quand on parle de la moelle osseuse, alors que c'est totalement différent. Ça paraît tout bête,
Mais c'est ce qui peut freiner certaines personnes juste en pensant que c'est la moelle épinière que ça touche, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Tout simplement. Ensuite, qui sont les donneurs de moelle osseuse? Alors ça, je ne connaissais pas du tout j'avais pas forcément en tête des chiffres connus sur ce sujet, mais donc dans les donneurs de moelle osseuse, on a 65% de femmes et 35% d'hommes. Donc j'ai envie de dire, mesdames, félicitations à vous, hein, vous êtes... alors c'est soit vous avez plus de chances de trouver des personnes, des malades compatibles avec vous pour donner, ou soit vraiment on est des ringards et qui avons un peu trop peur des piqûres ou que sais-je d'autre. On fait un peu les chochottes par rapport à cet aspect-là, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, bon, ben, une chose dans laquelle vous excellez, donc je trouve ça très bien. Et du coup, ben, vu que j'ai eu la chance de pouvoir faire le don de moelle osseuse, ben, j'en parle quand je peux. Du coup, ben, je profite en partie aussi de cette semaine nationale du don de moelle osseuse pour en parler. Et j'en reparlerai bien sûr ultérieurement à d'autres occasions pour soit apporter des compléments d'informations ou peut-être parler d'un peu d'évolution dessus, je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, c'est donc 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes qui donnent. Après, dans le fichier, je ne sais pas exactement la répartition par contre, et ça n'en parle pas, donc je ne saurais pas dire, mais voilà une statistique intéressante à connaître. Ah ben voilà, c'est ce qu'ils disent. Le registre des donneurs de moelle osseuse manque d'hommes. Aidez-nous à augmenter les chances de guérison des malades. Effectivement, bon, c'est pas. Bon, là, c'est dédié pour les hommes parce qu'apparemment on est en infériorité. Mais toute nouvelle personne qui rentre dans le fichier, c'est une chance supplémentaire pour tous les malades à travers le monde d'avoir potentiellement quelqu'un de compatible pour être sauvé des traitements lourds qu'ils subissent. Que ce soit depuis une semaine ou 15 ans. Et tout, voire plus, et tous les temps entre, bien sûr. Voilà, c'est une question de chance principalement d'être compatible. Donc du coup, un petit slide de promotion. Donc vous êtes un homme en bonne santé, âgé de 18 à 40 ans, alors vous pouvez peut-être sauver une vie. Comment? En devenant donneur de moelle osseuse, tout simplement. Bon, ah, voilà. Donc, si vous ne le savez pas, il y a 2 types de prélèvements qui existent. Donc par cytaphérèse et par ponction dans les os du bassin. Et donc on nous dit que 75% des prélèvements de cellules de moelle osseuse s'effectuent par prise de sang, donc qui s'appelle la cytaphérèse. Sachant qu'en donc moi j'ai donné en 2009 et je crois que en 2009 c'était l'année où on était à 50% pour chacun. Parce que la cytaphérèse c'est une méthode assez récente de prélèvement et donc du coup qui a commencé vers 2000, je sais plus, je crois 2003 ou 2004, ou peut-être un an ou deux avant, je sais plus, mais voilà, à peu près par là. Et du coup, on voyait bien que, bah, du coup, jusqu'en 2009 ou 2010, je sais plus de ce que j'avais comme, comme statistique. Mais en gros, on voyait que ça progressait de manière assez importante au fil des années, alors que par ponction dans les os du bassin, ça restait à peu près stable sur les années. Ça variait jusqu'à 50 à peu près, quoi. Sachant que je crois que c'est entre 500 et 600 par an, par ponction dans les eaux du bassin. Donc en 2009, donc du coup, on était sur les deux, sur autant l'un que l'autre. Donc là, que ce soit 75%, s'il y en a toujours autant par ponction dans les eaux du bassin, qui représente qu'un quart, donc ça veut dire qu'on atteint plus de 2000 dons de moelle osseuse par an, ce qui est enfin, pour la dernière année qu'on a, donc 2000, ce qui est assez important.
Donc voilà, les fameuses deux méthodes de prélèvement, donc dans les eaux du bassin et par le sang. Et je crois que ouais, ça c'est le dernier slide, je crois. Donc voilà, en France, 278 000 personnes ont décidé de s'engager. Pourquoi pas vous? Donc au 31/12/2017, c'était les chiffres. Donc 270 000 personnes qui étaient inscrites sur le donneur volontaire de moelle osseuse. Je crois que c'est ouais, c'est ça. Voilà, on va rester là-dessus sur ce slide-là. Donc, est-ce que j'en fais encore partie de ce fichier? La réponse, c'est non. Pourquoi, vous me direz-vous? Parce que quand on donne, qu'on a la chance de pouvoir donner sa moelle osseuse à quelqu'un, déjà la chance de pouvoir donner est extrêmement rare. Donc déjà d'avoir la chance de pouvoir le faire, c'est juste incroyable. Et c'est surtout, on va dire, voilà, on théorise. Après, est-ce que ça peut arriver? J'en sais rien, mais on théorise. Donc, on donne à une première personne qui était malade, qui était compatible avec nous. D'accord. Par exemple, 2 ans plus tard, il y a un autre malade qui est compatible aussi, encore avec nous, et on est encore le plus compatible. C'est de la théorie. Donc, on fait notre don pour cette seconde personne, pas de problème. Après, si les deux malades ont besoin en même temps du donneur, qui passe en priorité sur les deux? Est-ce que c'est le premier qui a reçu son don? Est-ce que c'est le plus jeune? Est-ce que c'est le plus grand, le plus... Je sais pas, après d'autres trucs très bizarres comme choix. Voilà toute la difficulté de la chose. Donc, pour s'éviter cette problématique-là, une fois qu'on a donné, qu'on a eu la chance de pouvoir donner à quelqu'un, après on est enlevé du coup de la liste du fichier pour être conservé du coup que pour la personne à qui on a donné et éventuellement également pour la famille si jamais plus tard il doit y avoir un besoin et qu'il peut y avoir une compatibilité à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi c'est un peu un don unique, unique à faire, alors que le sang, lui au contraire, on peut donner, on peut donner plein de fois et ça sert toujours, puisqu'il y a moins de contraintes niveau compatibilité. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette comparatif toujours avec le sang, parce que voilà, le sang est beaucoup moins contraignant que la moelle osseuse. Ensuite, pour venir aux deux types de méthodes, donc j'ai parlé rapidement dessus, et je pense que j'en parlerai plus longuement une prochaine fois en parlant beaucoup plus de ma propre expérience. Parce que je pense que c'est important quand même d'en parler. Mais voilà, de faire ça un peu plus tard, à part en dehors de juste la semaine, de profiter juste de la semaine pour en parler, et puis après on attend 1 an pour en reparler, quoi. Donc ça, le truc un peu plus intéressant arrivera plus tard. Donc, la méthode, on va dire, d'origine qui est utilisée, donc c'est par ponction dans les eaux du bassin. Donc c'est, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'on prélève directement dans l'os du bassin derrière le dos, au niveau des hanches. Donc c'est-à-dire qu'il perce le muscle et il perce l'os directement. Donc c'est une intervention assez lourde qui nécessite une anesthésie générale avec du coup une hospitalisation. Et du coup, et après le prélèvement, du coup, il y a, si jamais vous travaillez, ben, vous aurez un arrêt de travail prévu exprès, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Et pendant du coup on va dire les 2 premières semaines après donc, cette opération, donc vous aurez des antidouleurs qui sont prescrits pour un petit peu diminuer justement cette douleur que vous aurez dans le bas du dos comme il se doit. Et une fois que tout s'est remis en place, que tout s'est reconstruit, du coup après tout redeviendra normal, mais du coup bah, ça prend du temps, il y a des anesthésie générale, voilà, ça nécessite voilà, une intervention assez lourde quand même. Donc mais c'est pour ça que du coup ils ont réussi à trouver la seconde méthode donc, que j'ai faite,
Donc par ponction, n'importe quoi. Par cytaphérèse, donc par une prise de sang classique, où ce principe-là, en fait, on a des injections sous-cutanées à faire chaque jour à 4 jours du prélèvement. Donc, c'est-à-dire 4 jours avant, 3 jours avant, 2 jours avant, le jour précédent, il y a une injection sous-cutanée à faire. Euh, le jour du prélèvement, du coup, bon, ça se passe toujours en hôpital, mais là, il n'y a pas d'anesthésie, puisque ça va consister, en fait, comme c'est indiqué, par une prise de sang. Et dans l'optique, en fait, il va y avoir. Alors attention, hein, femme sensible, ça peut, hein, peut-être vous faire frissonner un petit peu, mais voilà, rien de dramatique en soi, mais donc il y aura une aiguille dans chaque bras au niveau de, en principe, ben, par rapport à l'endroit où ça prélève habituellement, donc c'est-à-dire au niveau de la pliure du coude côté intérieur, parce que c'est la zone la plus simple à, récupérer, à avoir au niveau des canaux sanguins pour récupérer le sang. Mais je dirais pourquoi des aiguilles au niveau de ces canaux sanguins. C'est parce que les injections sous-cutanées, en fait, vont stimuler la moelle osseuse euh, pour que les cellules souches hémapotéitiques, là j'ai écorché le dernier terme, j'en doutais, mais voilà, ces cellules souches qui servent justement pour voilà, pour tout ce qui est le besoin de défense immunitaire et tout ce qui va avec au niveau du sang. Du coup, en fait, ça va la stimuler tellement qu'en fait, il va y en avoir. En fait, ils vont naviguer dans les vaisseaux sanguins directement. D'où la prise de sang. Et ça va être en fait une filtration en fait de ce sang pour récupérer les cellules de la moelle osseuse et enfin les cellules souches et tes trucs bistules chouettes. Ouais, ça fait pas très sérieux pour la prochaine fois. Il faudra que je pense à avoir le terme exact et de ne pas l'écorcher. Donc à récupérer ces cellules de souche et du coup et à rendre le sang de l'autre côté en fait. Parce que c'est compliqué de faire un double passage dans une seule et même aiguille. Donc c'est pour ça que voilà, il y a deux aiguilles une aiguille dans chaque bras. Là, donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'anesthésie pour le prélèvement, donc ce qui est une bonne chose. Après, ben, comme vous en doutez, les injections ont des effets secondaires sur l'organisme, de stimuler autant la moelle osseuse pour que ça crée des cellules. Du coup, ça va avoir des douleurs osseuses, musculaires, de l'insomnie. Enfin, vous allez vous sentir assez fatigué au fur et à mesure d'approcher du moment du prélèvement. Et une fois le prélèvement fait, donc par méthode de Sétia-Ferrez, et donc qui dure bien sûr plus longtemps que par ponction dans l'os du bassin, où c'est directement ça prend dans l'os, donc du coup c'est assez rapide, mais du coup c'est voilà, c'est plus contraignant, plus douloureux, et du coup bah, la douleur reste un peu plus longtemps. Voilà, par le biais de la cytaphérèse, donc c'est les jours, donc à partir on va dire du troisième jour avant le prélèvement jusqu'au jour du prélèvement. En gros, il va y avoir une fatigue assez prononcée, enfin, qui sera de plus en plus prononcée au fur et à mesure que ça se rapprochera du jour du prélèvement. Mais après, une fois le prélèvement effectué et une nuit de sommeil après réparatrice à souhait, et où, ben, vu qu'il n'y aura plus les cellules dans le sang, ben, du coup l'organisme ne sera plus autant sollicité, donc du coup il va pouvoir se reposer. Et le réveil le jour suivant, ben, on serait de nouveau en pleine forme sans problème. Mais voilà, ça nécessite du coup de voir voilà, quelques jours avec du coup pas mal d'épuisement physique principalement. Après mentalement, c'est vu que oui, il faut que j'explique pourquoi le volontaire.
Le volontaire, du coup, pour finir là-dessus, c'est parce que par rapport à ce don de moelle osseuse, c'est comme pour le don de sang, en fait, à tout moment, vous pouvez dire je veux plus. J'ai plus envie de donner, voilà. Donc, vu que c'est une sollicitation qui est demandée de manière spécifique pour une personne précise, euh, donc c'est normal que ce soit un fichier de donneur volontaire. Et les personnes du coup qui sont dans ce fichier-là, par rapport du coup à la campagne de sensibilisation pour 2009 où c'était la grande cause nationale, du coup ils ont appelé ces gens-là qui sont inscrits dans le fichier en attente d'être appelés pour donner, ils ont été appelés les veilleurs de vie, qui se retrouvent du coup dans tous les documents liés au don de moelle osseuse. Donc voilà tout pour un petit peu cette sensibilisation rapide sur le don de moelle osseuse. Je vous en parlerai plus en détail du coup de ma propre expérience, de comment j'en suis venu là-dedans. Vous allez voir, c'est tout bête, hein, en plus quand je suis venu dedans et bah, du coup un peu les chances qui ont été les miennes de différentes étapes de ma vie. Euh, et du coup bah, de parler un peu plus du coup de tout ce qui se passe derrière au niveau de la prise en charge pour le prélèvement et toutes les étapes du coup nécessaires jusqu'à arriver au don en lui-même finalement. Donc c'est-à-dire plus ou moins comment ça se passe pour s'inscrire, euh, comment ça se passe après quand on est appelé, voilà, du coup pourquoi il y a un premier appel avec une nouvelle prise de sang, après un second appel pour dire si c'est vous ou c'est pas vous. Euh, voilà, le pourquoi de ce second appel en disant c'est vous, c'est pas vous. Et du coup, après, tout ce qui se passe derrière, après, qu'on nous dise c'est vous et les préparatifs là-dessus. Donc, je vous retrouve très vite pour vous en parler. J'essaierai de prévoir des petites choses à montrer quand même. Euh, je sais pas quoi encore, mais je verrai bien à ce moment-là. Donc, je vous dis à bientôt tout le monde. Et d'ici là, portez-vous bien.